bonjour à tous. Alors moi, donc, je vais vous parler de nourriture, puisque, comme l'a dit Elana Payas ce matin, s'il y a un truc que les hommes font à tous les moments de l'histoire, c'est de manger et de boire. Donc j'espère que je ne vais pas vous donner trop faim, parce que la matinée n'est pas terminée. Donc depuis quelques dizaines de milliers d'années au moins, on a des chasseurs-cueilleurs qui arpentent le centre-Bretagne. Alors quand je dis arpente, il faut un peu oublier la vision de famille qui luttent contre le froid et qui errent sans fin pour trouver vaguement de quoi se subsister. Non, on a des gens qui évoluent sur un territoire donné, dont ils connaissent parfaitement les ressources, ils connaissent bien les plantes comestibles, ils abattent les animaux au bon moment de l'année, ils sont plutôt grands, plutôt musclés, et ici en Centre-Bretagne, eh bien, ils vivent plutôt le long des cours d'eau, sans doute pour pêcher les nombreux saumons qu'on y trouvait. Et soudain, le néolithique. Donc on en a un petit peu parlé. Il y a 10 000 ans, il y a des gens qui, au Proche-Orient actuel, se mettent à cultiver des plantes, à élever des animaux. Et ces gens-là, petit à petit, d'installation de ferme en installation de ferme, ils vont progresser vers l'ouest. Donc ils vont passer soit par l'intérieur des terres, c'est ce qu'on appelle le courant rubané, soit en suivant les traits de côte, c'est ce qu'on appelle le courant cardial. Et puis patatras, 5000 ans à peu près avant Jésus-Christ, ils arrivent en Bretagne. Ces premiers néolithiques, ils sont plutôt plus petits que les chasseurs-cueilleurs. Ils sont assez souvent carencés parce qu'ils mangent moins de protéines. Et ils ont aussi développé des maladies au contact des animaux, notamment la tuberculose et la syphilis. Et pourtant, ils s'imposent partout. Ils arrivent et ils commencent à abattre les forêts. Ils se font construire des maisons parfois absolument immenses. Ils se dirigent des menhirs, ils se dirigent des cairns, ils se dirigent des dolmens. Et les chasseurs-cueilleurs disparaissent. Alors on ne sait pas exactement pourquoi. Ce qu'on sait actuellement, en tout cas, c'est qu'a priori, ils ne se sont pas mélangés avec les populations néolithiques. Donc ils disparaissent. Qu'est-ce qui leur arrive ? Hypothèse positive, lentement, ils ont été repoussés vers les franges incultivables de l'Europe, par exemple la Laponie. Hypothèse moins positive, ils ont été massacrés par les néolithiques dans des guerres atroces dont on n'a aucune trace, puisque donc la Bretagne ne conserve que rarement les eaux. Peut-être aussi qu'ils ont été décimés par ces nouvelles maladies apportées par les néolithiques. En tout cas, pour l'instant, l'archéologie n'a pas de réponse à cette question. Les chasseurs-cueilleurs disparaissent. Alors, comme ça, j'ai l'air de vous présenter les néolithiques sous un jour assez peu favorable. Désolé, des gens qui sont petits, carencés, malades. Mais non, quand même, le néolithique, ça a quand même des avantages. Alors, premier avantage, la bière. Les chasseurs-cueilleurs, ils avaient déjà certainement des boissons fermentées, mais la bière, c'est vraiment une boisson apanage des néolithiques, puisque c'est une boisson à base de céréales. Pour l'instant, en archéologie, on a les premières traces de production de bière vers moins 10 000, moins 11 000 au Proche-Orient. Donc les néolithiques qui arrivent chez nous, c'est déjà des brasseurs avertis. Ils peuvent brasser de la bière en céramique, ça permet de brasser en petite quantité, donc c'est très bien pour la consommation locale, mais ils peuvent certainement déjà brasser dans des contenants en bois. Et ça, c'est intéressant, parce que ça permet de brasser en grande quantité. Et brasser en grande quantité, ça peut être utile, notamment quand on veut bâtir des cairns ou des dolmens. On est dans des sociétés sans argent, donc il va falloir rémunérer la main-d'œuvre autrement. Et les sources ethnographiques nous montrent, par exemple en Indonésie, où on continue à ériger des menhirs, que les commanditaires, ils vont accumuler des surplus de nourriture pendant des semaines, des mois, des années, et quand ils en ont assez, ils vont engager le chantier. Donc, ils vont pouvoir nourrir la main-d'œuvre. Et puis, ils vont pouvoir nourrir la main-d'œuvre nécessaire, mais finalement, plus il y a de monde, mieux c'est. Puisque bâtir un menhir, le faire tirer, l'ériger, en tout cas en Indonésie, c'est vraiment un signe extérieur de richesse. Regardez la quantité de nourriture, de surplus de nourriture que je suis capable de dégager. Et puis, très certainement, déjà au néolithique, si on veut motiver de la main-d'œuvre, de la bière, c'est quand même pas mal. Et la bière, ça sert pour les commanditaires pour bâtir les monuments, mais ils s'en servent aussi après, puisqu'on voit qu'ils se font enterrer avec des céramiques qui contenaient de la nourriture. Et dans certains cas, les sources archéologiques, les analyses chimiques ont pu montrer qu'elles avaient contenu de la bière. Donc, avantage 1, la bière. Avantage 2, le fromage. Donc, les chasseurs-cueilleurs, ils ont certainement mangé très peu de fromage. Parce que traire un auroch, vous voyez, cette espèce de vache sauvage assez vénère, c'est pas facile. En plus, je me suis aperçue ce matin que sur l'image que j'avais mise, c'est un mâle, donc ça rend les choses encore plus compliquées. Mais à partir du néolithique, on va élever des animaux qui sont plus dociles, et donc on va pouvoir à cette époque commencer à consommer du lait.
Donc c'est le moment où on voit apparaître les premiers biberons. Et on va aussi avoir des produits dérivés du lait, que sont le beurre, le fromage. Vous avez ici une photo de faisselle. Et aussi tout ce qui est lait fermenté, donc ancêtre du gouel, du lait ribot. Et manger du fromage, ça va finalement être un énorme avantage. Déjà, ça va être une source de protéines, à un moment où on mange moins de viande, et de la protéine qu'on peut se conserver plus longtemps, à une époque où il n'y a pas de frigo. Mais on va voir aussi que ça a joué un rôle clé dans la survie de ces populations, puisque ça va être un énorme apport en vitamine D. L'Homo sapiens, à l'origine, il a une peau très sombre, ce qui ne pose pas de problème quand on vit en Afrique au bord de la Méditerranée, ou alors qu'on est chasseur-cueilleur, parce que la vitamine D, on va la trouver dans la viande. Mais là, quand on est agriculteur, mangeur de céréales en Centre-Bretagne, ben, ça devient plus problématique. Alors la peau, elle va s'éclaircir lentement, mais ça va prendre quand même quelques millénaires, et donc en attendant, ben, va falloir se supplémenter en vitamine D. Et qu'est-ce qu'on a comme aliment riche en vitamine D? Ben, le fromage. Sauf que ce n'était pas gagné. En fait, l'humain, il n'est pas fait pour digérer les produits laitiers. Enfin, si, chez les enfants, oui. Mais normalement, l'enzyme qui permet de digérer le fromage, tout ce qui est produit laitier, cesse d'être produite à l'âge adulte. Heureusement, chez nos premiers agriculteurs, on a eu des gens qui avaient une anormalité génétique. Ils continuaient à produire l'enzyme, ils pouvaient continuer à consommer des produits laitiers. Et visiblement, c'était un avantage certain, parce que ce gène, il s'est considérablement imposé. Aujourd'hui, en Centre-Bretagne, ben, les intolérants au lactose, ils sont extrêmement minoritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui avaient ce gène de mangeurs de fromage, eh bien, ils ont eu plus d'enfants. Donc soit parce qu'ils avaient de meilleures chances de survie, soit que manger du fromage au néolithique, c'était quand même une super technique de drague. Ouais, pardon. Avantage 2, le fromage. Donc, avantage 3, la céramique. Le néolithique, c'est aussi le moment où on commence à produire des céramiques. Des céramiques qui vont servir pour le stockage des aliments, mais qui vont aussi servir pour les préparations culinaires. On peut les mettre sur le feu directement, ou en tout cas sur la braise juste à côté, et elles peuvent contenir des liquides. Donc le néolithique, c'est le moment où on va avoir des plats de légumes et de viande qu'on va pouvoir faire mijoter pendant des heures dans du liquide, de l'eau ou un alcool comme le vin ou la bière. Donc vraiment, on va avoir les ancêtres de nos dos, bœuf bourguignon. Et c'est un moment, le néolithique, finalement, où va s'ouvrir le champ des possibles culinaires. Donc on a ces plats mijotés. On garde les viandes rôties des époques précédentes et on va aussi avoir un autre type de structure qui sont les foyers à pierre chauffée. Donc vous en avez un ici qui est fouillé à côté de Carhaix, à Kergorvaux. Donc on a des structures qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle les fours polynésiens. Donc des fosses dans lesquelles on va mettre des pierres chaudes. Et sur ces pierres chaudes, on va poser les aliments qui vont être enveloppés dans des feuilles. On va recouvrir le tout de terre et on va laisser cuire à l'étouffée pendant plusieurs heures. Donc finalement, nous, au XXIe siècle, on est encore vraiment les héritiers de cette cuisine néolithique. Et finalement, le retour des microbrasseries et des producteurs de fromage en Centre-Bretagne, c'est simplement le retour à une tradition plurimillénaire. Alors je vais passer un peu plus vite, et désolé monsieur Nicolas, je vais chanter l'âge du bronze. Et vous voyez que moi aussi je triche en utilisant une image d'Astérix et Obélix. Bah ouais, ça fait maintenant partie d'un fonds culturel commun. Donc les textes et les sources archéologiques le montrent, les Gaulois, ils ont fait des banquets. Alors par contre, dans le banquet gaulois, en vrai, il faut oublier le sanglier. Les Gaulois, c'est triste à dire, mais ils mangeaient très peu de sanglier. On peut garder la cervoise tiède, là pas de souci. Par contre, ce qu'il faut rajouter, c'est du vin. Beaucoup de vin, et même énormément de vin. Lors de la fouille de la résidence aristocratique de Pôle, donc on a la résidence d'un prince gaulois qui a été fouillé à Pôle. Est-ce que tu peux changer de diapo, s'il te plaît? Merci. Donc un prince gaulois qui vivait là avec ses dépendants, les gens qui travaillaient pour lui. Lors de cette fouille, on a trouvé près de 7500 fragments d'amphores vinaires, donc comme celle de droite, des Dressel 1, qui sont des amphores à vin provenant d'Italie. Donc finalement, à la fin de la période gauloise, consommer du vin, c'est vraiment devenu quelque chose de très courant. Et ces fragments d'amphores, ils sont jetés avec le reste des déchets. Donc c'est vraiment plus une consommation de prestige, c'est vraiment quelque chose qui est devenu une consommation courante. Et toujours à Pôle, on a trouvé de la vaisselle métallique qui est la même que celle utilisée à Rome lors des banquets, et qui provenait d'ailleurs d'Italie. Donc finalement, le banquet gaulois d'avant la conquête, il ressemble déjà furieusement au banquet romain.
Et ce rapprochement entre les mondes celtiques et méditerranéens, ça va s'accélérer avec la conquête romaine. Donc Aurgium, qui est l'ancien nom de Carhaix, puisque Carhaix est une ville de fondation romaine, c'était même la plus grande ville de Bretagne dans l'Antiquité, je dis ça pas parce que je travaille là-bas. Et donc à Aurgium, lors des fouilles, on a trouvé énormément de fragments d'amphores comme celle de gauche, donc de l'amphore à vin à nouveau, mais cette fois-ci du sud de la Gaule, et aussi beaucoup d'amphores à huile de Bétique du sud de l'Espagne. Et finalement, l'époque romaine, c'est un moment où vont cohabiter deux traditions culinaires, celle de l'Europe du Nord. On a toujours les pots à cuire qu'on a déjà depuis l'époque néolithique, donc on va pouvoir continuer à consommer de la viande mijotée. Est-ce que tu peux changer de diapo? Merci. Et on va aussi avoir des mortiers qui vont inonder la région. Donc là, c'est plutôt la tradition romaine, où c'est assez rigolo parce que c'est vraiment l'ancêtre de la cuisine italienne. On va faire cuire les viandes à part, dans des céramiques plates qui sont finalement l'ancêtre de nos poêles. Et on va faire préparer des sauces à part qu'on va mettre encore par-dessus. Et l'Antiquité, c'est aussi un moment où, en Centre-Bretagne, on va consommer des dattes. Et même à cette époque-là, les palmiers dattiers, ils ne sont pas très nombreux en Bretagne. Donc ça veut dire que dans l'Antiquité, on peut faire venir des fruits d'Afrique du Nord jusqu'au Centre-Bretagne. Alors c'est un truc un peu exceptionnel, évidemment, un produit coûteux, mais d'après les textes, c'est pas si rare que ça de consommer des dattes. A priori, à peu près tout le monde peut s'en payer au moins une fois dans l'année. C'est un peu l'équivalent de l'orange de Noël autrefois. Et le parallèle est d'autant plus rigolo que les dattes, elles s'offraient généralement lors des Saturnalia, qui était une fête qui se fêtait à la fin de l'année, dans laquelle on faisait des repas de famille et on s'offrait des cadeaux. Et enfin, on va parler de crêpes. Donc ça fait depuis 5000 ans que les gens consomment même plus de 5000 ans, que les gens consomment des céréales sous toutes les formes possibles, de la bouillie, de la galette, du pain, du boulgour. Ils ont dû vraiment tout tenter, histoire de varier un peu le menu. Mais c'est simplement à partir du 9e siècle qu'on commence à avoir une céramique d'un type particulier que les céramologues, les spécialistes des céramiques, ont appelé des galetières. Alors, les premiers qui ont qui ont étudié ces céramiques, ils ont subi la risée du monde scientifique qui leur a dit « Ah, vous les Bretons, vous cherchez des crêpes partout ». Sauf que les analyses chimiques sur une de ces galetières, celle de Landévennec, a montré que dans cette céramique avait été chauffé du beurre à plus de 240 degrés et à de très nombreuses reprises, puisqu'elle a imprégné la céramique sur une grande profondeur. On avait aussi des protéines végétales, assez probablement des céréales, et de la protéine animale qui pourrait fort bien être de l'œuf. Et vous voyez que je parle de crêpes et non pas de galettes, déjà parce que je suis de Basse-Bretagne, et aussi parce que le sarrasin, il n'arrive qu'à la fin du XVe siècle. Donc on n'est même plus vraiment au Moyen-Âge. Du coup, on a des crêpes de quoi avant? Eh bien, des crêpes de froment déjà, pourquoi pas. En tout cas, on a un texte du XVIIe qui nous parle de crêpes d'avoine. Et donc finalement, à l'orée de la période moderne, on a un espèce d'aboutissement de cette quête entamée depuis le néolithique, avec le néolithique qui nous apporte les céréales, les produits laitiers dont le beurre, les légumes, la viande de vache, la viande de porc. Et finalement, enfin, on peut aboutir à cette quintessence culinaire, à ce summum de la cuisine qu'est le quick à farce. Oui, je suis aussi du Lyon. Donc bref, pour en revenir au site archéologique qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, et même si c'est un peu douloureux, c'est que les sites qu'on a, finalement, c'est qu'un fragment de ce qu'ils ont été. On n'a vraiment que des squelettes. On a des pierres alignées, des pierres superposées, des pierres dressées, mais il faut vraiment remettre de la chair autour et remettre les gens qu'il y avait autour. Et finalement, c'est des gens, on a vraiment des gens qui se sont rassemblés autour de ces monuments, pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, des moments tristes, des occasions joyeuses. Et en fait, ce que nous montre l'archéologie et l'histoire, c'est que bien souvent, ils se sont rassemblés autour de ces monuments pour partager un repas et un verre à la main. Donc finalement, après la conclusion de cette matinée, vous allez pouvoir vous-même participer à un rite plurimillénaire, celui de se rassembler autour des sites archéologiques en partageant un repas. Je vous remercie. Un grand merci Noémie pour cette intervention. Merci beaucoup, bravo.